C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je rencontre Milad Nouri, un entrepreneur qui est d'habitude basé à Hangzhou, qui est à quelques heures de Shanghai, qui s'est lancé en Chine il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, avant tout dans le sourcing. Il va nous expliquer comment il s'est retrouvé à se lancer dans ce genre de projet-là. Et grâce à l'expérience qu'il a pu acquérir pendant toutes ces années, il a réussi à identifier un besoin qui était évident, un pain point, un vrai problème que lui pouvait avoir auprès de ses fournisseurs ou que ses clients aussi pouvaient avoir auprès des fournisseurs. Il a donc travaillé sur une application qui s'appelle YouSourcing, qui est disponible aujourd'hui sur toutes les plateformes d'application et qui permet d'avoir un bien meilleur suivi et contrôle auprès de ses fournisseurs chinois et qui est bien sûr un projet associé à la blockchain dont il va nous expliquer un petit peu plus en détail comment vous pourriez aussi en bénéficier. Au-delà de son projet, on parle surtout de son parcours, de son aventure, et vous allez voir que Milad est arrivé en Chine relativement jeune et a réussi à bien faire son réseau en Chine auprès des locaux, du gouvernement local, et c'est pour ça qu'il est arrivé à Hangzhou plutôt qu'ailleurs. Et Milad nous explique en fait que l'une de ses passions est finalement d'aider les entrepreneurs, d'aider les gens à mieux réussir en Chine, et c'est quelqu'un que vous pouvez appeler et contacter assez facilement. Vous le verrez, toutes ces informations sont dans l'article qui va avec ce podcast. Comme d'habitude, si vous aimez cette interview, parlez-en autour de vous. C'est la seule manière pour moi de continuer à développer ce podcast. N'hésitez pas à me proposer des gens à interviewer ou des feedbacks, des commentaires, des moyens, des axes d'amélioration. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines en septembre. Parce qu'on va faire un petit break, et vous aussi. Et de deux, parce qu'on a plein de choses à vous annoncer à la rentrée. Déjà des nouveaux interviews, des nouveaux épisodes de Backstage, mais aussi plein de choses autour de nextstephub.com. Vous allez découvrir ça d'ici quelques semaines. Je vous laisse en compagnie de Milad, et puis on se retrouve très bientôt. Bonjour Milad, bienvenue sur Backstage. Bonjour Greg, merci de m'avoir invité. Eh ben merci. Alors déjà, tu n'es pas de Shanghai, tu es de passage ici, hein, tu es là pour quelques jours à Shanghai, tu es de Hangzhou à la base. Oui, je suis basé à Hangzhou. Je suis venu hier et à chaque fois que je viens, j'essaie de caler quelques rendez-vous, une conférence, etc. D'accord. J'essaie d'optimiser un petit peu le déplacement, quoi. Voilà, et là c'était la bonne opportunité, on s'était croisés récemment sur un événement et puis on s'est dit, tiens, il faut que tu viennes partager un peu ton parcours sur le podcast, puisque nous on se connaît maintenant depuis peut-être un an ou deux, hein, presque 2 ans je dirais. 2 ans, ouais. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de collaborer sur des délégations que tu organises en fait beaucoup. Mais en gros, en apprenant à te connaître, j'ai vu que tu faisais plein de choses, que tu es un vrai entrepreneur. Tu as lancé beaucoup de projets qui fonctionnent aujourd'hui, qui marchent. Comment t'es arrivé à Hangzhou? Comment t'es arrivé en Chine à la base? Ça fait combien de temps que t'es là déjà? Ça va faire la première fois que je suis venu en Chine, c'était en 2005. D'accord. Et ça va faire 12 ans que je suis vraiment installé en Chine. La Chine, ça a toujours été un projet ou finalement ça s'est fait Pas du tout, vraiment par hasard. Par hasard, ok. Bah oui, parce que j'ai fait Maths-Sup école d'ingé en informatique. Ok. Et la dernière année d'école d'ingé, on doit faire un stage. Et en fait, à l'époque, notre école d'ingé mettait en place un partenariat avec South China University of Technology à Canton, et on était les premiers étudiants à être faisant partie de ce programme d'échange. D'accord. Et donc moi à l'époque, c'était vraiment le début en fait de la Chine. 2004-2005, on entendait beaucoup parler de la Chine. Et pour la petite histoire, c'est vraiment, j'ai vu un reportage sur un entrepreneur français qui était basé ici, qui faisait des salades vertes. Et il était devenu millionnaire comme ça. Grâce aux salades. Voilà. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à voir dans ce pays-là, quoi. Okay. Et donc j'ai poussé en fait avec 5 autres collègues de l'école d'ingé pour accélérer le programme pour qu'on puisse venir 3 mois, passer 3-4 mois à Canton. C'était en échange ou en stage alors? Échange. Ouais. Échange. Donc on était dans des labos de recherche de South China University of Technology. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, c'est très drôle parce qu'on n'avait aucune idée de la taille de la Chine. On a regardé sur le plan, Hong Kong, Canton, bon, c'est pas loin. Et donc on a pris les billets pour Hong Kong parce que c'était les moins chers avec Aeroflot.
Et on arrive à Hong Kong, mais en fait, c'est super loin, Canton. Ouais, c'est pas du tout la porte à côté. Donc, on a mis 7 heures, 8 heures à arriver à Canton, etc. Bon, c'était quand même l'aventure. Et donc, voilà, on était basé dans les labos de recherche. Et on travaille sur un projet, c'est intéressant parce que je vais revenir là-dessus après. On faisait du reverse engineering sur les protocoles utilisés par Skype. C'était le début de Skype. D'accord. Et donc on trouvait, donc on utilisait des solutions open source pour monter en fait, pour coder le Skype chinois interuniversitaire entre les universités chinoises. C'est-à-dire 5 universités chinoises. Et donc nous, voilà, c'était notre projet. On était 6 ingénieurs à travailler là-dessus. Et là, vous travaillez aussi avec des équipes chinoises, du coup, vous travaillez ensemble. Travailler avec, c'est un grand mot, mais on travaillait à côté. D'accord. Donc rien à voir avec. T'as pas lancé ton usine de production de salade ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Non. J'étais vraiment un geek, coder des projets en open source, etc. Donc voilà, le projet était assez simple pour nous. Alors, on était en dernière année d'école d'ingé, donc c'était assez simple. En plus, dans l'équipe, on avait 2-3 bons codeurs. Et donc, finalement, on a fini vraiment le projet en un mois et demi. Et puis voilà, donc on a découvert un peu le canton. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de Google Maps ou Google Translate et tout. On était avec c'est quoi les Lonely Planet, les petits dictionnaires de traduction, les Berlitz. On était avec ça et on se baladait un peu à Canton. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Il y en avait quand même pas mal déjà à Canton. Et donc, ça nous a permis de rencontrer plein d'étrangers qui étaient déjà basés sur place pendant quelques années et qui avaient déjà réussi. Ils avaient monté des sociétés ou travaillé dans des grandes boîtes. Et on sentait qu'il y avait quelque chose vraiment à faire, quoi. On sentait qu'il y avait des opportunités. D'accord. Et le fait de contacter, de rencontrer des gens, des Chinois, des étrangers en très peu de temps, en 3 mois, j'ai eu, je sais pas, 300 cartes de visite, par-ci par-là, avec aussi bien des Français que d'autres entrepreneurs étrangers ou bien des entrepreneurs chinois. D'accord. C'était super intéressant. Et là, l'objectif sur les 3-4 mois donc d'échanges, ensuite, vous, c'était de rentrer en France, de retourner continuer vos études. Ça. C'était voilà, rentrer en France. On avait 5 mois pour terminer notre diplôme. Et puis voilà, et puis aller travailler dans une SS2I comme tout le monde, et puis avoir une belle vie, quoi. Parce que à l'époque, en tant qu'ingénieur, junior, on pouvait avoir facile 2005-3000 de salaire, et c'était pas mal, quoi. C'est une vie confortable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, donc on a pris un mois, pendant ces 3 mois-là, on a pris un mois pour voyager en Chine. On a pris le train, 40 heures de train, Canton, Xi'an, Pékin. On a fait un peu le tour des petits. À l'époque, c'était des petites villes, maintenant c'est des villes. Et j'ai rencontré aussi à Canton une chinoise qui est devenue ma copine après. Et elle nous a rencontré, elle nous a présenté beaucoup d'entrepreneurs chinois, elle nous a amenés dans des dîners, etc. Elle était basée à Hangzhou. Entre Hangzhou et Canton. Elle nous a invités à Hangzhou pour visiter la ville, en fait. Donc on atterrit à l'aéroport, on va directement dans un restaurant. Voilà, grand dîner, grande table avec beaucoup d'entrepreneurs, de Chinois, je ne sais pas s'ils étaient entrepreneurs ou pas. Et le monsieur qui était assis à côté de moi, il savait que on était français, il était super content. Il disait je travaille pour une société française basée à Shanghai, il s'appelle Alcatel. Et c'était Alcatel. D'accord. Et moi je savais pas, je parlais pas chinois à l'époque. Donc moi j'ai dit c'est super et tout. Une fois qu'on a commencé à trinquer un petit peu, et il m'a passé sa carte. Et en fait c'est le directeur d'un des départements de Alcatel de Shanghai Bell. Et en rigolant je lui dis t'as pas un job pour moi? Il me dit mais Wanti, pas de problème. Voilà. Donc il m'a dit tu m'envoies ton CV et puis je vais voir ce que je peux faire. Et il m'a trouvé mon job, donc il m'a trouvé un job chez Alcatel à Shanghai. Donc du coup, t'es pas rentré en France? Si, je suis rentré en France parce que je devais finir mes études. Et donc je suis rentré 5 mois en France et je suis revenu ici. Mais avec un job en poche pour la suite. Voilà. D'accord. Et donc voilà, je suis arrivé chez Alcatel, c'était mon premier job. Vraiment un job dans une grosse boîte. D'accord. Bon, ça m'a pas plu parce que c'était à l'époque
de l'acquisition d'Alcatel par Lucent. Ah oui, ça a été dur là. Ouais. Et là, c'était compliqué parce que le département où je travaillais allait disparaître. Donc, t'imagines un peu l'ambiance. Ah non. Donc, j'arrivais le matin dans mon box. J'étais le seul étranger dans l'équipe. Et la plupart des Chinois savaient écrire l'anglais, mais ils ne savaient pas parler. Et donc, ce qui se passait, c'est que je ne communiquais pas avec les gens. Je communiquais avec mon ordinateur toute la journée. Donc, à travers l'ordinateur, je communiquais avec la personne qui était à côté de moi. Ouais. Donc, je trouvais que c'était quand même un peu frustrant. Je travaillais sur un projet de gestion de version de logiciels. Pareil, sur un projet open source. Et c'était un projet de 7 mois. En 3 mois, c'était fini. Et puis, je dis pas dans les grandes boîtes, mais dans cette boîte-là, les gens voulaient pas savoir que tu avais fini ton projet, quoi. Il y avait d'autres projets au-dessus ou en dessous et qui n'étaient pas finis. D'accord. Et donc voilà, j'étais là à presque rien faire. Il y a des jours où j'allais vraiment pas. Personne me demandait où j'étais, quoi. D'accord. Et j'ai commencé à ce moment-là à déjà travailler sur un business model. Et c'est parce que j'ai un oncle qui est basé en Suède. Il est ingénieur en informatique aussi. Et il m'a dit, tiens, il y a un projet super bien en Suède. C'est du reverse auction. Okay. Et c'est un Suédois qui avait lancé ça. Il est devenu millionnaire en quelques mois. Il avait eu plein de copycats aux États-Unis et tout ça. Et c'était en fait un système de auction. Enchères. C'est les enchères inversées. Mais c'était un jeu en fait. C'était pas vraiment. Il fallait donner les prix avec des SMS. En envoyant des SMS. Okay. Et bon, à l'époque, c'est les SMS. Aujourd'hui, c'est WeChat. À l'époque, c'était vraiment les SMS, quoi. Ça n'a pas changé, hein. Les gens, ils étaient tous sur leur téléphone, même à l'époque. Et donc, j'ai dit, bon, ça peut être pas mal parce que les Chinois, ils aiment bien les jeux. Ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ça peut être une bonne combinaison pour lancer ça en Chine. D'accord. J'ai commencé. Je savais pas. Moi, j'avais pas fait une école business school, donc école de management, donc je savais pas du tout comment commencer. Donc j'ai commencé à mettre en place un business plan. D'abord, j'ai commencé vraiment par l'architecture informatique, les algorithmes et tout ça. J'ai mis tout ça en place, j'ai un très beau dossier, etc. Et comment on fait de l'argent, le business model, etc. Et là, j'avais besoin de savoir comment créer une entreprise en Chine, finalement. Et donc, je fais comme tout le monde, je vais à la chambre de commerce. Et à l'époque, en fait, il n'y avait aucun service pour les entrepreneurs. Non, c'est vrai. Il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, on voit déjà, ça fait quelques années où ça s'améliore. Clairement. Mais à l'époque, c'était vraiment pour les grandes entreprises qui venaient s'installer en Chine. C'était vraiment les services. Et donc, ils m'ont dit, on a un rapport sur, je sais pas, le marché, etc., qui coûte 300 €. Et ça m'intéresse pas trop. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mon réseau des Chinois que j'avais rencontrés pendant le voyage et de ma copine chinoise pour savoir déjà comment on crée une entreprise. Déjà, techniquement, est-ce que le projet était faisable ou pas? Et j'ai mis 6 mois avant de découvrir que, en fait, les entreprises privées n'avaient pas accès aux plateformes de gestion de traitement de textos. Oui, pendant très longtemps, en fait, la partie télécommunication était complètement, je crois que c'est encore un peu le cas d'ailleurs, complètement contrôlée et pas du tout ouverte aux étrangers, ce qui se comprend à la rigueur. À l'époque, c'était même pas que les étrangers, c'était vraiment c'était que China Telecom et les sociétés d'État, d'accord. Même pas c'était vraiment que China Telecom et Unicom qui pouvaient utiliser le système. Et en plus de ça, il y avait un problème technique parce que China Unicom utilise le système américain. Et China Telecom, le système européen. Donc, ce qui fait que dans les traitements de données, tu as deux plateformes à développer, en fait. Tu as mis combien de temps à travailler là-dessus avant de te rendre compte que ça allait pas être possible? 6 mois. Ah, quand même. Ouais. 6 mois. Je l'ai toujours, hein, le business. Non, mais je te jure, il est imprimé en couleur et tout ça. Je l'ai toujours gardé parce que c'était vraiment le point de départ. Pour me dire, pendant 6 mois, j'ai mis tout ce temps-là avant de savoir déjà comment créer une entreprise, etc. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans le service ou conseil pour les entrepreneurs étrangers qui viennent en Chine. D'accord.
Voilà, donc d'où l'idée c'était vraiment l'idée de ma première entreprise, China Consultant International. Voilà, de les accompagner sur leur implantation. Les accompagner, entrer sur le marché, négocier avec les Chinois, trouver des partenaires, etc. D'accord. Donc ça, c'était vraiment l'idée. Et donc, du coup, pourquoi Hangzhou? Et donc, comme je te dis, ma copine chinoise était basée à Hangzhou. Et donc, tous les week-ends, j'allais à Hangzhou. Et je trouvais que c'était vraiment, c'est toujours une très belle ville. Comme je suis de Nantes, une petite ville, j'aimais bien le côté nature, vraiment calme, etc. de Hangzhou. Et donc j'ai décidé de quitter Alcatel, d'aller à Hangzhou et de commencer la boîte. D'accord. Et comme j'avais pas de... Ça c'était en quelle année alors? C'était en 2006. Ok. 2006-2007. D'accord. 2006. Et donc voilà, je suis allé à Hangzhou. J'arrive à Hangzhou et j'avais pas d'entreprise, mais j'avais déjà un client, un ami de mon père qui voulait faire des panneaux solaires, qui voulait développer des panneaux solaires avec un partenaire chinois. Et donc voilà, j'ai commencé mon premier projet et très vite en fait, les projets sont orientés vers le développement de produits. D'accord. Il y a eu beaucoup plus de demandes en développement de produits que vraiment en implantation en Chine. Et toi, tous les clients que tu avais, en fait, parce que tu étais quand même aussi, tu ne savais pas encore comment faire, donc tu avais quelques contacts, donc à chaque fois on arrivait avec un problème ou un projet ou autre, et toi, c'était toi qui allais chercher la solution en fait en activant ton réseau, c'est ça? Ouais. D'abord, je mettais beaucoup de temps à apprendre et comprendre le produit, le projet, parce que moi j'ai fait de l'informatique, donc c'était un peu, on parle de panneaux solaires, bon ça me parle un petit peu, mais il fallait que je comprenne déjà les panneaux solaires, il fallait que je comprenne comment on exporte. Ouais. J'avais aucune idée en fait comment on achète un produit, comment on négocie, etc. Donc j'ai mis quelques mois à apprendre vraiment le commerce international. Et puis voilà, j'ai commencé avec cette première commande je crois que c'était $5,000, comme ça. Et j'avais pas d'entreprise, et on a ouvert une entreprise au nom de ma copine chinoise. Comme la plupart des gens font. Et donc voilà, première commande, négociation, etc. Visite de l'usine, et c'était Yingli Solar. Je sais pas si Yingli Solar est devenu le leader c'est devenu, mais à l'époque c'était une toute petite usine. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont évolué aussi. Et puis voilà, donc dans toute la commande, j'ai dû me faire, je pense, $200-300 de bénéfice. Ouais. Et j'étais très content, j'étais le roi du monde parce que j'avais fait tout le projet de A à Z par moi-même. Et puis voilà, donc c'était vraiment le début. Oui, donc du coup, comment tu faisais pour trouver tes nouveaux clients? Après ce premier dossier où tu as gagné $300, comment tu as fait pour élargir ton réseau? Déjà, ce premier client m'a introduit un deuxième client. Ok. Et aussi par le réseau de mes parents, des amis. D'accord. Et c'était toujours pour des missions pareilles de développement de produits, de sourcing, développement de produits. J'ai eu un projet de négociation. Ok. Sur un contrat avec SAIC, oui, pour les voitures, c'est ça, automotive. Et donc voilà, j'ai eu deux projets comme ça. Et ensuite, j'ai parlé avec un ancien collègue de l'école d'ingé. Et je lui ai demandé s'il voulait être partenaire avec moi. Et entre-temps, j'ai rencontré une Brésilienne basée à Hangzhou qui travaille pour une société brésilienne. D'accord. Et je lui ai demandé s'il voulait s'associer avec moi pour qu'on monte vraiment une structure à Hong Kong. Et là, j'avais appris qu'il fallait monter une structure à Hong Kong. Donc une holding à Hong Kong et ensuite une société en Chine. Ouais, une Aero à Hangzhou, etc. Parce qu'en fait, comme je commençais à avoir un peu d'argent sur la société légalement, j'avais aucun pouvoir sur cette société-là qui était au nom de mon ami. On a changé en fait, donc du coup on a fermé la structure chinoise et on a ouvert la société à Hong Kong, China Consultant International, en début janvier 2008. D'accord. Et là, donc toujours les clients, c'était vraiment par le réseau de mon associé brésilien et français. Ok. Et parce que mon associé brésilien était vraiment dans le domaine d'import-export depuis des années.
Ils connaissaient qui connaissaient bien le domaine. Et puis ça nous a appris aussi, ça nous a aidé à moi personnellement à apprendre l'import-export, et le développement de produits, etc. Et puis voilà, on a commencé comme ça et on a eu un premier produit récurrent qui était la terbutrine. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle toujours. C'est un produit chimique qui est utilisé dans les peintures industrielles. Ah d'accord. D'accord. C'est une poudre blanche, un produit dangereux et tout ça. Et on a un client, un Vendéen, qui commandait tous les mois. Donc tous les mois, on arrivait à se faire 5-6 000 $ de bénéfices. Super. Ah ouais. On avait des visibilités sur 7-8 mois. Wow. Donc c'était top, parce que ça nous a permis de recruter, d'avoir un bureau, parce qu'avant on était chez nous, et puis voilà, de se développer. D'accord. Voilà, de se développer. Et très vite, on a eu des interviews avec BFM Business. Il y a BFM Business qui nous a fait, qui nous a interviewé. Donc du coup, ça a amené d'autres clients. Et puis voilà, donc on a eu des clients comme ça, vraiment que par le réseau. Jusqu'à il y a 4 ans, on n'avait pas fait de prospection. Ouais, zéro commercial. Rien. Mais à Hangzhou, en fait aussi, est-ce que du coup, pour tes clients, est-ce que le fait que vous soyez à Hangzhou et pas à Shanghai, ça avait peu d'importance, parce que vous alliez faire du sourcing n'importe où en Chine, en fait. Ouais, mais plus sur la région de Zhejiang, qui est déjà bien fournie en termes de suppliers. C'était même un avantage pour nous. D'accord, vous étiez plus proche des usines. On avait des relations, par exemple, la plupart du temps, quand on trouvait des nouvelles usines, on passait par les usines qu'on avait déjà, le réseau d'usines qu'on avait déjà. On leur demandait est-ce qu'ils se connaissent tous, en fait, ces entrepreneurs chinois, surtout à Hangzhou et aux alentours. Et ils nous introduisaient des usines. Donc on faisait ce qu'on appelle, on a inventé un mot, network-based sourcing. Ok. D'accord, donc des gens, des fournisseurs qui nous présentaient d'autres fournisseurs. Et ça, on arrivait déjà à l'usine, on avait cette confiance déjà qui était en place parce qu'on était introduit par quelqu'un qu'on connaissait en commun. Et puis voilà, donc ça nous aidait en fait d'avoir des partenaires, des usines chinoises vraiment fiables, de qualité et du coup avec des très bons prix. Ouais, bien sûr. Et c'est comme ça on s'est vraiment développé. Quoi. Et du coup, vous êtes spécialisé sur certains produits par la suite ou finalement, parce qu'aujourd'hui cette société, ça fait toujours partie de ton activité. Ouais. Est-ce que vous êtes spécialisé sur certains produits finalement ou vous prenez un peu toutes les demandes? On s'est spécialisé pendant ces années-là en fait, mais au début on n'avait pas vraiment de spécialisation. Oui, parce que nous en fait ce qu'on fait, c'est la gestion de projet finalement. On n'est pas vraiment spécialiste à un type de produit. On est l'intermédiaire entre le client qui est spécialiste dans son domaine, sur son produit, et l'usine qui est spécialiste dans la fabrication de ce produit-là. D'accord. Et nous, en fait, on fait de la gestion de projet. Okay. Donc, finalement, nos process peuvent s'adapter à n'importe quel type de projet. Mais très vite, on a eu des lignes de produits à cause des gros clients qu'on avait, par exemple dans les luminaires. Ça fait 7 ans qu'on travaille dans les luminaires, tout ce qui est LED, tout ce qu'il y avait avant, en fait, les fluorescents, tout ça. On a développé une ligne de production pour une des plus grandes marques brésiliennes. Donc c'est 1 an de développement, 200 000 $ de développement, etc. Donc voilà, on s'est spécialisé sur certains types de produits, mais nos process s'adaptent à tout type de projet. Et alors justement, et toutes les connaissances que tu as développées au niveau des usines et puis aussi au niveau des marchés, puisque d'un coup, comme tu disais, les luminaires au Brésil par exemple, à aucun moment vous vous avez dit, on va créer notre produit, on va créer notre marque et on va aller le vendre. Si, on a fait ça. Ok. Alors on a fait ça et ça a très bien marché. On a fait des barbecues. Et c'était très drôle parce qu'on faisait des produits pour Intermarché, de salon de jardin. Et en parlant avec l'acheteur, on a compris que pour les catégories 20-80 € de prix de vente, il n'y avait pas de marque. D'accord. Et c'était toujours les barbecues rouges et noirs, avec vraiment standard. Et en rigolant, je dis on fait une marque. Il n'y a pas de problème. Il dit ok, pas de problème. Viens, tu reviens vers moi avec ta marque, 5 références de produits, ton catalogue, et puis on voit ce qu'on peut faire.
Ok. Donc on s'est mis autour d'une table avec deux autres associés en France et puis on a créé une marque qui s'appelle Samba Grill. Samba, parce qu'en fait au Brésil, voilà, ils mangent beaucoup de barbecue et tout ça. Et c'était en 2000, c'est quand la Coupe du Monde au Brésil 2014? Bah oui, non, non, c'est pas au Brésil, mais c'est je sais plus, mais oui, c'était 2008, c'était celle d'après, 2012. 2012 ou 2016 2016, voilà. Et on a commencé le projet en 2014. D'accord. Parce qu'en fait, les cycles de développement de produits avec la grande distrib sont vraiment, c'est vraiment long. Et donc voilà, on s'est dit, je me suis dit, ça serait intéressant d'associer le nom de la marque avec le Brésil. D'accord. On a cherché plusieurs noms de domaine, etc. Sur LinkedIn, on a regardé s'il y avait des marques disponibles. Et Samba Grill était disponible. Et on a créé le barbecue festif. Voilà. Donc avec plein de couleurs, vraiment. On faisait les mêmes barbecues qui étaient vendus 20 €. On les vendait 2 fois plus cher parce qu'on avait fait un très joli packaging. On avait amélioré beaucoup le produit, plus solide, avec plein de couleurs en fait. On avait fait une gamme de couleurs vraiment intéressante. Et pour 2016, en fait, des produits qui allaient être sur le marché en 2016. D'accord. Et donc, on va avec le catalogue, avec des danseuses de samba, et en fait, chaque modèle était le nom d'une école de samba. Ok. Donc, on avait un barbecue Manguera ou un barbecue Beija-Flor. Bon, il y avait une histoire derrière, quoi. C'est que du marketing finalement. Et on avait un pote qui était chef. Et on lui a dit s'il pouvait nous faire un petit cahier de recettes pour aller avec le barbecue. Voilà, donc on a mis recettes, livre de recettes gratuit. Alors c'était pas gratuit, c'était inclus dans le prix bien sûr. Et puis voilà. Et donc vous avez vendu ça donc du coup chez Intermarché ou chez Intermarché en exclusivité. Ok. Intermarché, donc on fait une première commande sur 4 références, 600 000 €. Et voilà, c'était vraiment très bien avec à peu près 50% de marge. Donc c'était bien. C'était bien, mais c'était vraiment un coup quoi, parce que c'était pour pour la Coupe du Monde, etc. Et c'est des produits saisonniers que tu dois améliorer. Donc oui, on a fait plusieurs produits comme ça de notre marque propre. D'accord. Aussi dans les luminaires, on a créé une autre marque qui s'appelle Unilumen, qu'on a distribuée en Europe. D'accord. Donc, en fait, on s'est basé sur ce que nos clients développaient, parce que nos clients payaient des moules, etc. pour développer leurs produits pour leur marché. On leur donnait l'exclusivité sur leur marché. Et on leur dit, en fait, on peut vous aider à commercialiser ce produit, parfois la même marque dans d'autres marchés qu'on connaît. On vous paye des royalties. D'accord. Et du coup, nous, ça nous fait plus de chiffres. Okay. Et on rentabilise les frais de développement. Ok. Voilà. C'est marrant. Ouais. Donc voilà, on a plusieurs marques comme ça qu'on a développées. Alors, quand on a commencé à se croiser beaucoup plus souvent, en fait, c'est lié à un autre produit que tu as développé, qui lui, pour le coup, n'est pas un barbecue ou quoi que ce soit, puisque c'est une application, en fait, qui s'appelle YouSourcing, et qui est en fait, qui vient du fait que vous avez vu toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir au niveau du sourcing, de travailler avec des fournisseurs, des usines ou autres, et en fait, vous aviez voulu trouver une solution qui allait permettre de rendre la relation entre l'acheteur et le fournisseur beaucoup plus transparente, mais aussi beaucoup plus protégée et sécurisée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc du coup, alors YouSourcing, tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est? Alors YouSourcing, c'est une solution collaborative pour le sourcing. En fait, le problème qu'on a très souvent dans le commerce international, c'est la confiance entre les acheteurs et les fournisseurs. C'est vraiment vraiment la confiance qui amène tous les autres problèmes. Les problèmes de paiement, de la livraison, etc. Et on s'est dit, comment on peut créer plus de confiance? Et une des façons qu'on a mis en place, c'est amener plus de transparence entre le fournisseur et l'acheteur. D'accord. Et c'était, je sais pas, un soir, avant de dormir, j'ai pas mal d'idées. J'ai un note dans mon téléphone où je marque des idées. D'accord. Je me suis dit, mais comment ça se fait? L'idée c'était, comment j'ai eu l'idée? C'était un client qui est venu nous voir, un Nantais. Il avait payé des moules pour des chenilles
des engins agricoles, c'était des moules qui coûtaient $50 000 à peu près, à une entreprise qu'il avait trouvée sur Alibaba, usine basée à Shanghai, etc. Il avait aussi reçu ses produits de très mauvaise qualité, et là il pouvait rien faire en fait. Légalement il pouvait rien faire. Le fournisseur il voulait plus vraiment lui parler, il voulait pas lui rendre l'argent bien sûr. Et donc il nous a contactés pour voir si on pouvait trouver le fournisseur. Et on ne pouvait pas parce que l'adresse qui était marquée sur leur site internet n'existait pas. C'était à Shanghai, je sais pas, à Minhang, etc. Et donc ce qu'on a fait, mon assistante elle les a appelés et elle a demandé, elle a dit qu'ils ont un courrier, un kuaigi, une adresse, donc ils nous ont donné la vraie adresse. Et donc on est allé, le client est venu ici, on est allé à cette adresse-là et en fait c'était dans son appartement, quoi. Et donc c'était typiquement une entreprise basée à Hong Kong avec aucune structure légale ici, qui travaille avec des usines, alors que sur son site c'était marqué des usines, ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas où sont localisées nos usines? Donc je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir une géolocalisation des usines. Donc pour prouver que la personne avec qui on est en contact ou les produits viennent bien de cette usine-là de manière géolocalisable. Exactement. Ok, d'accord. C'était vraiment la première idée et après on a construit autour de la transparence et de la collaboration entre, par exemple, je suis un acheteur et ça arrive très souvent parce que avant on essayait de garder nos sources, nos usines, de ne pas les partager. Mais bon, quand on va dans une usine, on voit dans le stock, on voit toutes les marques avec qui l'usine travaille. Donc il y a plus vraiment de confidentialité à ce niveau-là. Donc, et c'est vraiment une tendance en ce moment de collaborer dans le sourcing. Et Alibaba, en fait, eux ne proposaient pas du tout de solution justement pour pallier à ce problème-là. Non. Et en fait, ce que fait Alibaba, ils ont on peut acheter des statuts Gold, Verified, etc. D'accord. Mais bon, il y a eu beaucoup de scandales chez Alibaba. Des employés de Alibaba qui recevaient des enveloppes des usines pour avoir un statut verified, audité, etc., qui était faux. D'accord. Et donc il y a eu et donc en fait depuis 5-6 ans Alibaba.com a perdu beaucoup de crédibilité et des gens dans le sourcing, les professionnels de sourcing travaillent très rarement sur Alibaba. Là c'est vraiment Alibaba, c'est vraiment pour les pays de Moyen-Orient, les pays africains qui achètent des petits produits par-ci par-là, des petites quantités, etc. Ils ont une solution de trade insurance, mais qui ne marche pas très bien. Parce que, il faut pas arriver au moment de paiement. C'est le paiement, d'accord, mais il y a toute la partie de sourcing et pré-sourcing développement qu'il faut assurer avant d'être sûr de trouver le bon fournisseur. Une fois qu'on a le bon fournisseur, après on n'a pas de problème de paiement, etc. Alors du coup, au niveau de ton application, aujourd'hui, comment donc qui vient sur l'application en premier? Est-ce que c'est le client qui vient chercher sur YouSourcing des bons fournisseurs? Et à ce moment-là, est-ce que vous devez travailler à avoir les bons fournisseurs aussi sur l'application? L'acquisition se fait des deux côtés en fait. En fait, ça c'était l'idée de départ. Vraiment créer un réseau de confiance entre les acheteurs, fournisseurs et des sociétés de services comme des sociétés d'inspection, des sociétés de transitaires, etc. Et j'ai eu vraiment de la chance d'avoir de l'aide de la CCI de Hong Kong, la French Chamber de Hong Kong, le club sourcing, parce qu'il y a un club sourcing de Shanghai, et j'ai fait des workshops avec eux. Et ils nous ont poussé en fait pendant ces workshops, des ateliers, à développer une solution white label pour des bureaux de sourcing. Ah ok, d'accord. Parce qu'ils avaient les mêmes problématiques finalement que les petites sociétés de sourcing. Et donc on a réfléchi, c'est intéressant parce que si on fait, là on a commencé à travailler sur la solution white label, c'est-à-dire que par exemple, là, on a fait ça pour le bureau de sourcing de Eram. Par exemple, on a développé leur propre application mobile avec toute la partie back-end et admin pour gérer en fait les échanges d'informations avec les usines. Donc le white label, en fait, ça veut dire que tout le système et la partie technologique, en fait, c'est la vôtre, mais qu'en fait, tout ce qui va être,
l'image, le design, etc. est fait pour ERAM, c'est pour de l'interne. C'est de l'interne. C'est une solution interne. Voilà, tout ce qu'il publie en fait dans la solution White Label, ils peuvent choisir que ce soit privé ou public. D'accord. Okay. En fait, si c'est public, si c'est privé, il n'y a que les usines, les fournisseurs qui sont dans leur base de données, qui peuvent voir les posts ou les échanges d'informations ou les messages. Si c'est public, on a un système de matching avec des fournisseurs qui peuvent être intéressés par cette demande en fait. On fait des RFQ, quoi, Request for Quotation. Et on les match. Donc ça leur permet déjà d'améliorer leur com avec les fournisseurs avec qui ils travaillent déjà et on leur fait du sourcing en fait passif. C'est-à-dire qu'on leur pousse des fournisseurs supplémentaires. Okay. Donc toi, dans ton équipe, est-ce que tu as des gens qui travaillent à recruter des fournisseurs pour les mettre sur enfin pas recruter, mais à acquérir en fait, faire l'acquisition auprès de fournisseurs pour qu'ils viennent s'installer, s'enregistrer aussi sur l'application? Ouais, j'utilise mon autre entreprise, Shana Consultant, pour faire ça, parce qu'on n'a pas aujourd'hui une grande équipe dans YouSourcing pour faire ça. Donc j'utilise l'équipe de Shana Consultant pour faire ça. En fait, toutes les demandes de sourcing maintenant passent, parce qu'on a fait aussi la version White Label pour nous, donc toutes les demandes de sourcing passent par YouSourcing. Donc les fournisseurs, pour voir les demandes de cotation, ils sont obligés d'aller s'enregistrer, etc. C'est comme ça qu'on amène. Et donc depuis le début, on a commencé il y a 2 ans. Et déjà, enfin, le fait d'être, j'ai pas fait d'informatique pendant 10 ans, mais bon, j'ai toujours les notions, quoi. Ça m'a permis vraiment d'amener de la techno. Donc on fait du machine learning par exemple. Sur les posts, on traite les images qui sont postées, on sait quel type de produit c'est, on a la géolocalisation pour vraiment matcher un acheteur. Par exemple, un acheteur qui va visiter la foire de Canton, qui fait des chaussures par exemple. Là on peut très facilement, avec les algorithmes, on peut les matcher avec des fournisseurs qui sont à la foire de Canton, parce que s'ils font un post, on sait qu'ils sont à la foire de Canton, ou des fournisseurs de chaussures qui ne sont pas à la foire de Canton, mais qui sont basés autour de Canton. Donc en fait, on les match, et puis ils peuvent en fait arranger quand on fait des salons comme ça, on perd beaucoup de temps à marcher dans le marché sans vraiment rien savoir où aller. D'accord. Donc là, ça permet de filtrer un petit peu les fournisseurs avant d'aller, mettre en place des rendez-vous, etc., planifier les rendez-vous. Alors le business model, quand c'est sur du white label, je comprends, c'est-à-dire que le bureau d'achat de tel ou tel groupe en fait va payer un fees pour intégrer cette solution. Et justement, les autres clients, c'est par cas, c'est par membership, comment ça fonctionne? Donc la partie white label, c'est un modèle SaaS, voilà, tout simplement. Et la partie version publique, c'est freemium. Version freemium. Pour l'instant, on n'a pas encore mis d'abonnement premium. Tout est gratuit, pour amener du monde. Et puis voilà. Donc là, vraiment, on fait du chiffre à travers les white label. D'accord. Et donc, ce que je disais en fait depuis le début, j'avais l'idée de la blockchain, etc. Parce qu'en fait, c'est un protocole de confiance. Bien sûr. La définition de la blockchain, c'est protocole de confiance. Je dis, ça serait intéressant pour voir si on peut intégrer ça. Et donc, j'ai commencé à étudier, etc., comment on peut mettre ça en place avec les smart contracts. Et en parlant avec nos advisors, donc on a de la chance, on a 3 advisors qui sont dans le domaine de sourcing depuis très longtemps. Ils ont dit, ça peut être intéressant. Et puis on a commencé à développer avec une société qui fait la blockchain, une solution smart contract. Et qu'on est en train de tester. Donc en fait, on a divisé les process d'achat en 6 différents smart contracts. Pour qu'à chaque étape, on enregistre ce qui se passe dans les commandes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a le proof of, la preuve de l'étape dans laquelle on est. Et, par exemple, on a la preuve de paiement. Une fois qu'on fait le paiement, on a cette étape-là qui est enregistrée. En fait, l'idée, c'est quoi de mettre en place les smart contracts? C'est d'avoir une traçabilité des commandes. Chacune des étapes, dans chacune des commandes. Pour savoir si tout s'est bien passé. Parce qu'aujourd'hui, on veut trouver un fournisseur, on n'a aucune idée du background du fournisseur. On ne sait pas s'il est bon. On peut voir des images, des vidéos et tout ça, des belles images, etc. Mais on ne sait pas s'il est bon ou pas.
Donc là, en fait, vous allez pouvoir scanner en fait l'ensemble des différentes étapes sur les smart contracts qui ont été mis en place dans les autres dossiers qu'il a pu avoir, et en fait de dire bon voilà, lui niveau de confidence, enfin niveau de crédibilité top. Voilà, on est en train d'amener un nouveau concept, l'indice de crédibilité des fournisseurs, qui n'existe pas. Ouais, mais basé sur quelque chose de réel dans leur processus. On a des données qualitatives parce qu'on a un système de ranking, de classement, de commentaires, etc. Plutôt qualitatives, des données qualitatives, et on a la partie des données quantitatives qui viennent des smart contracts. D'accord. Donc ça nous permet de combiner tout ça, et pour chaque étape, on met des poids. Donc l'algorithme met on a différents poids pour, par exemple, une inspection de qualité qui ne passe pas, c'est beaucoup plus grave que 2 jours de retard. Donc on arrive à mettre des poids sur des différentes étapes en fait de la commande, pour ne pas trop affecter l'indice de crédibilité de l'usine, de fournisseur. Et alors les usines ou les fournisseurs chinois aujourd'hui, ils sont assez transparents et ils sont justement, est-ce qu'ils voient la valeur aussi pour eux de se dire aujourd'hui on gagne en crédibilité, etc. Ça a été facile à éduquer? Non, c'est très difficile. Enfin, la première difficulté qu'on a, c'est d'installer une application sur leur téléphone. Oui, parce que tout est maintenant sur par WeChat. Oui, ils n'installent plus d'app. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est la première difficulté qu'on a. C'est clair. Donc bon, là, on est en train de développer le mini programme dans le WeChat. Donc bon, ce problème-là, il va être résolu. Déjà, ils peuvent s'enregistrer par WeChat, etc. On va résoudre ce problème-là. Mais c'est vrai que les usines, ils voient pas, enfin, ils sont pas très longs, ils sont pas vraiment. Ils n'ont pas une vision à long terme. Donc en fait, nous on utilise la version white label pour montrer, donc les acheteurs, les bureaux de sourcing pour qui on a développé le white label, ils mettent ça dans leur process et ils disent à leurs usines, maintenant on va utiliser ça. Vous n'avez pas le choix. En fait. Donc ils sont obligés d'utiliser. Et donc derrière, ça va les amener en fait, parce que les fournisseurs, eux, ils vont utiliser la version publique. Ils peuvent travailler avec plusieurs sociétés qui ont la version white label, donc eux, ils ont la version publique. Donc ils peuvent être amenés à être mis en relation avec d'autres acheteurs. Et donc ça va venir en fait. Alors, on voit en fait donc clairement, si tu n'avais pas eu ton background lié à l'informatique, avec tes études maths et puis tes premières expériences professionnelles, tu n'aurais peut-être jamais lancé ce genre de projet. Il t'a fallu combien de temps entre le moment où tu as eu l'idée et que tu t'es dit tiens, il y a peut-être un truc là, et pour commencer à déjà d'avoir l'idée et de se dire bon, on va peut-être faire quelque chose, et ensuite d'avoir une version bêta? Ça a mis 1 an. Ok, c'est rapide alors du coup. 1 an. Et alors c'est aussi une autre histoire, parce que c'est vraiment une autre structure, une autre entreprise avec 4 cofondateurs. Qui sont différentes que la société de conseil? Oui, complètement différentes. C'est vraiment 2 activités différentes. 2 activités différentes. Bon, ça fait 2 ans que là, je me concentre à 100% sur le sourcing. Donc, j'ai eu l'idée et j'en ai parlé un peu autour de moi des acheteurs. Ils m'ont dit, ça peut être intéressant. Donc j'ai commencé à mettre en place moi-même, j'ai fait des mock-ups sur PowerPoint, etc. pour montrer. En fait, l'idée au début aussi, c'est de faire une sorte de Tinder pour usines et acheteurs. Et ça, c'est une idée qu'on va mettre en place un peu plus tard. Et puis voilà, j'ai fait une petite présentation, etc. pour trouver des cofondateurs, parce que et j'ai appris en fait depuis le début qu'on peut pas faire les choses tout seul. Ça c'est d'accord. Donc et ces cofondateurs, tu les cherchais via un savoir-faire, c'est-à-dire que tu avais besoin d'un CTO. Est-ce que tu as été vraiment par poste par comment dire, présentation d'un poste à régler, tu vois? C'est vraiment comme ça que tu as cherché tes cofondateurs? C'était moitié-moitié. Parce que j'avais besoin de développeurs. Donc là c'était clair. Donc j'avais besoin d'un CTO, j'avais besoin d'une équipe de développeurs. Donc j'avais une personne, je savais que à qui je pouvais faire confiance, un Chinois que j'avais rencontré à Nantes à l'époque quand j'étais à Nantes. Tout commence par Nantes, et fini à Hangzhou. Qui a fait ses études à l'école des mines. Et en fait, l'école des mines, c'était vraiment en face de l'école Polytech, donc on se croisait, on avait des amis en commun, etc. Et par hasard, quand je suis venu à Hangzhou, il s'est retrouvé à Hangzhou. Il s'appelle Xu Jianhai. Et il a travaillé chez China Consultant pendant 1 an et demi. Et il a monté sa société de développement informatique, en fait.
sa société IT. Ils font les bornes, les ATM pour les billets, etc., billets de bus, etc. D'accord. Et donc, il a monté cette entreprise avec un CTO à l'époque. Aujourd'hui, ils ont 150 personnes. Il est même plus vraiment, ça fait déjà, parce qu'il est maintenant à 100% chez YouSourcing. Ça faisait quelques années qu'il cherchait autre chose. Et donc voilà, on était resté. Ça, c'est en fait l'importance de garder les relations avec les contacts chinois, le logo en Chine, que tu connais, de se voir de temps en temps, une fois par an, invité aux 100 jours d'un bébé, l'anniversaire de l'autre bébé, un mariage, etc., pour garder les liens. Et je savais qu'il cherchait un projet. Je lui ai présenté le projet. Il dit ça peut être intéressant. Ok, pas plus. Et donc, j'ai appris en Chine, j'ai appris le business en Chine, donc je réfléchis. Je sais qu'il faut être persistant, il faut persister, etc. Et je l'ai vu une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Il m'a dit, c'est bon, je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. Donc, j'avais la partie développement informatique. C'était réglé. Il m'a dit, mais si moi je viens, j'amène mon CTO. Parce que ils avaient déjà un autre CTO, et le CTO, il voulait faire autre chose. Okay. Je dis, ok, c'est très bien. Donc, par contre, je dis, vous vous arrangez pour les parts. Moi, je t'ai donné tant de parts et tu divises. Donc, j'avais parlé, moi, je suis en finance, je suis très nul. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui était qui allait gérer cette partie-là. Et là, j'ai discuté avec quelqu'un que tu connais, Manny. Ok. Bien, ça peut être intéressant. C'est vrai que il dit, écoute, est-ce que tu veux nous rejoindre ou pas? Il dit, ouais, mais j'ai plein de projets, tout ça. Je dis, ouais, mais c'est un bon projet, ça. Bon, je l'ai convaincu, voilà. Il nous a rejoints. Et un autre, c'est là, on était 4. Et 4 dans une société, c'est pas très bon. Ouais. Donc, il faut être 5. 3 ou 5. Un nombre impair. Voilà. Donc, j'ai un très bon ami, avec qui, là j'ai oublié l'épisode de l'université de Zhejiang parce que j'ai commencé en fait, quand je suis arrivé à Hangzhou, j'ai commencé à travailler à l'université de Zhejiang. D'accord. Dans un labo de recherche en tant qu'ingénieur-chercheur et j'ai commencé un PhD. Ah, ok. Et c'est là où tu as rencontré mon dernier cofondateur qui a commencé son PhD avec moi, Nick, qui lui a terminé et moi comme l'activité de l'entreprise était ça a décollé, et le PhD en Chine c'est 6 ans, 5-6 ans. C'était vraiment un système un peu très complexe, vraiment différent du PhD des doctorats en France. Et donc j'ai arrêté au bout de 2 ans, 3 ans. Et pareil, Nick, il a continué et ensuite il est parti à Shenzhen, il a fait son postdoc à Shenzhen Stock Exchange. Et aujourd'hui, il est député secrétaire de l'association de blockchain de Shenzhen. Il est vraiment bien placé dans tout ce qui est blockchain. Et j'avais besoin de quelqu'un dans le sud. Sinon, on était à Hangzhou et j'avais besoin de quelqu'un à Guangdong. Pour se rapprocher des usines, de toute cette zone. Et avoir les relations sur place. Et donc, je lui ai proposé, il a très peu de parts, mais il était intéressé. Donc, il nous a rejoints. Et parce que il est très bon en anglais. Il a fait ses études aussi en Angleterre. D'accord. Et j'avais besoin de quelqu'un qui parlait bien en anglais parce que mon CEO et CTO, il parle pas du tout anglais. Ouais, que chinois. Donc c'était un peu parfois compliqué pour les documents. D'accord. Donc on avait besoin de quelqu'un qui soit vraiment parfaitement bilingue pour traduire les documents, les business plans, etc. Ok. Et voilà, donc on a mis l'équipe en place. Ça a mis quand même 1 an à mettre l'équipe en place, négocier les parts, tout ça. Comment vous avez financé ça? Alors au début, c'est fonds propres? Ouais, fonds propres. Fonds propres jusqu'à 6-7 mois après. On a eu un business angel allemand qui était dans le trading depuis 25 ans. Okay. Il a trouvé le projet intéressant. On voulait pas vraiment ouvrir le capital encore, mais on avait besoin d'un pot de cash, donc il a acheté des parts. Vraiment au tout début, avant le lancement de produit, pour une valo déjà à l'époque de $1 million, alors qu'il n'y avait vraiment aucun produit. Donc il a acheté 3-4%. Et donc voilà, on a financé comme ça, et puis c'est nous vraiment, et toute la partie développement, au début on a utilisé l'équipe de Xu Jianhai, d'accord, CEO, CTO,
dans l'autre entreprise. Donc en coût de développement au début, on avait vraiment, presque rien, quoi. En fait, ces gens-là, on les a embauchés après, quoi. Et donc donc très rapidement, en fait, vous avez mis en place le business model qui a fait que vous avez réussi à vous autofinancer. Aujourd'hui, c'est une société qui s'autofinance? Non, on fait très peu de revenus. On est encore en train d'investir. Aujourd'hui, on a investi en tout en fonds propres à peu près entre 100 et 150 000 dollars. Mais comme on est 5, on arrive à se débrouiller. Et puis voilà, là, on voulait, on a commencé à faire une levée de fonds l'été dernier, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, on n'avait pas, par exemple, des solutions white label avec de gros clients, etc. Et les gens, en fait, les investisseurs, ils connaissent pas le domaine du trade et du commerce international. Donc, on leur parlait, ils disaient bien. Les Chinois de Hangzhou nous disaient, vous faites la même chose qu'Alibaba. Au bout de 3 heures, je dis, s'il n'a pas compris qu'on fait pas la même chose qu'Alibaba, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc on a arrêté, parce qu'on j'ai perdu beaucoup de temps à aller, j'ai perdu 2 mois à aller à visiter un peu, avoir des rendez-vous avec quelques investisseurs. Il y en avait plusieurs qui voulaient entrer, mais ils demandaient avec une valo vraiment ridicule, et je dis non. On peut encore s'autofinancer et on y va. Donc on a réinjecté de l'argent, les cofondateurs, on est reparti. Donc on a fait toute l'année dernière, et là on commence vraiment à commencer notre levée de fonds, parce qu'on a déjà la partie blockchain, et donc là on est vraiment en tant que solution blockchain. Et ça, c'est le bon moment. Alors déjà ça, puis vous avez des clients qui vous payent au niveau white label, donc ça c'est aussi une. On a 35 000 utilisateurs déjà qui utilisent la version publique. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'on a nos solutions blockchain, les smart contracts, on aura des utilisations réelles. C'est pas comme les autres projets où ils vendent un petit peu du rêve, quoi. Comment vous avez fait cette acquisition alors des 35 000 utilisateurs? Comment ça s'est fait à la mano, c'est-à-dire vraiment acquisition une à une? Vous avez fait de la pub, vous avez fait comment? Digital marketing. D'accord. Marketing digital, WeChat, Twitter, Facebook. Et pour ça, pour la partie tout ce qui est en dehors de la Chine, j'ai amené un stagiaire de France pendant 6 mois. Il nous a fait toute la partie des campagnes, etc. D'accord. J'ai aussi utilisé les étudiants de Lyon pour mettre en place toute la stratégie de digital marketing. Et pour la partie chinoise, on a recruté une fille en digital marketing qui nous a fait la partie WeChat, Weibo, etc. Il y a combien de personnes alors maintenant qui travaillent pour toi? On est 10 dans déjà. D'accord. 10. Ok. Donc tu as toujours ces deux activités-là. Donc tu as la partie conseil sourcing qui aujourd'hui, si on comprend bien, vu que tu es bien dédié sur YouSourcing, qui tourne un peu toute seule, où il y a un manager en fait qui gère cette partie-là. J'ai mon associé en fait qui gère. D'accord, c'est l'associé qui gère. Toi, tu t'es mis à fond maintenant sur YouSourcing. Tu as une troisième casquette en fait, puisque tu adores quand même partager tout ce que tu as appris de la Chine. Et c'est vrai que tu as eu l'occasion de m'inviter plusieurs fois à accueillir des délégations. Et en fait, on se rend compte que tu passes quand même, il me semble, en tout cas, beaucoup de temps à faire ça. Donc, tu donnes beaucoup de conférences, tu accompagnes beaucoup de délégations. Pourquoi tu fais ça, en fait? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien. Et je trouve que, même si j'ai 35 ans et j'ai 12 ans d'expérience, que 12 ans d'expérience en Chine, j'aime bien, en fait, partager tout ce que j'ai vécu pour des gens qui veulent découvrir la Chine. Et donc c'est vrai que je reçois souvent des cadres, des EMBA, IMBA, etc., qui ont la quarantaine, cinquantaine, etc. Et sur la partie Chine, j'arrive quand même à leur apprendre quelque chose, quoi, avec mes expériences, toutes les différentes histoires que j'ai eues. Et ça m'intéresse. C'est intéressant pour moi. Ça me permet aussi de sortir de la boîte. Sortir des problèmes de tous les jours d'entrepreneurs pour discuter avec des gens, rencontrer de nouvelles personnes, faire du réseau aussi, bien sûr, faire du réseau. Et puis voilà, partager, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et ça fait déjà 10 ans. En fait, ça fait 10 ans que je fais ça à Lyon. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu es arrivé en Chine et que tu as commencé un peu
à te débrouiller par toi-même. Il y aurait pas des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque et qu'aujourd'hui finalement tu te donnes tout de suite en disant voilà, si vous voulez démarrer en Chine, c'est comme ça que ça va se passer. Là, je veux dire vraiment en général, c'est d'apprendre la culture. Okay. L'étiquette chinoise des affaires, ça c'est super important. Le fait qu'il faut il faut persister, il faut être patient, il faut pas s'énerver. Pas qu'avec des partenaires, mais avec les employés. Il faut être. Voilà, combien de fois j'ai perdu des employés parce que je leur ai crié dessus. Parce que tu as perdu patience sur un truc. Parce que j'étais avec mon mindset d'Européen. Le patron qui est pas content, il crie sur les gens, etc. Après, c'était un jour. J'étais comme ça et j'ai appris. J'ai perdu plusieurs collaborateurs à cause du manque de savoir, de connaissance de la culture, de gestion de RH chinoise en fait. Donc c'est important. Quand on écoute ton parcours, on a un peu l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Tu vois, les choses se sont plutôt bien imbriquées, etc. Je vois. Pour l'instant. Et c'est marrant parce que voilà, ça fait une bonne dizaine d'années que tu as commencé, tu fais plein de choses. Les choses ont l'air de bien avancer. T'as fait un choix aussi, Hangzhou, t'as misé sur un bon cheval. Aujourd'hui, on entend bien parler et finalement, Hangzhou n'est jamais été aussi proche de Shanghai qu'aujourd'hui. Et ça commence à avoir un vrai intérêt. Finalement, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça a été difficile et tu dis, je vais pas y arriver là en Chine. Je vais rentrer à Nantes, ou je vais partir sur un autre pays ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu des moments comme ça? Si, surtout au début. Okay. Les 2-3 premières années, il y avait des jours où je disais mais qu'est-ce que je fous là? Je pense que c'est clair. Tout le monde a eu ça. Et une fois que ça a commencé, on a commencé à avoir des commandes et tu vois, t'as ton entreprise à 25 ans, 26 ans, tu fais déjà pas mal d'argent, tu voyages partout dans le monde, voir les clients, voir les fournisseurs, t'as un chauffeur à plein temps, t'as la femme de ménage à plein temps. Tu te dis mais moi, je suis bien quand même là. T'as fallu combien de temps pour arriver à un niveau où tu te dis bon finalement là j'ai envie de la Chine là 4 ans, je pense 4 ans. Ah quand même. Ouais. Il faut être comme tu disais, un patient résilient parce que tu as dû te prendre des murs en permanence. À partir de la 3e année, on a commencé à avoir un salaire, un vrai salaire. Et là, à partir de, en fait, après la 3e année, on a racheté les parts du 3e associé. Lui, il avait des projets personnels et il voulait partir de France, donc on a racheté les parts. Et là, on a triplé en fait. On a triplé les chiffres. Et là, on était déjà à cette époque-là, on était à 4 millions de dollars de chiffre. Après, on a eu des gros clients. En 2014, on est arrivé à quand même à 11 millions de dollars de chiffre d'affaires avec 20 personnes, 2 associés. Donc voilà, je pense pas que ailleurs dans le monde j'aurais pu faire ça. Je pense clairement. Et je dois beaucoup quand même. J'ai appris comme je disais, j'ai appris le business en Chine. Et donc là aujourd'hui, je réfléchis vraiment comme un entrepreneur un peu chinois. Donc voilà, non, je pense qu'à partir de 4-5 ans, je dis non, c'est bon, je suis là pour un bon moment. Je pense que les 5 ans, c'est quand même, j'ai beaucoup d'amis qui partent, soit tu tiens 5 ans et là tu restes pendant longtemps, soit si tu n'arrives pas à... Moi je pense que pour moi c'est pareil, je crois qu'il m'a fallu au moins 3 ans, c'est à partir de la 3e année où les choses ont commencé à s'enclencher, tu vois, d'avoir financièrement, d'avoir quelque chose un revenu régulier si tu veux, ce genre de choses, et de pouvoir en vivre et de se dire bon bah ok, on va pas plier les gaules, on va pas partir maintenant quoi. Donc on va rester et à partir de là de bâtir. Et je pense qu'après en effet peut-être que la limite des 5 ans c'est un peu le moment où tu te dis bon est-ce qu'on peut vraiment passer un cap ou pas quoi. Moi la limite des 5 ans c'est quand j'ai rejoint la boîte de conseil pour laquelle j'ai travaillé après, et ça a été au bout de 5 ans, donc c'est là où je me suis dit bon bah ok, là on a passé un cap. Et qu'est-ce qui va se passer là dans 3-5 ans? On se reparle, on se raconte quoi? Alors dans 3-5 ans, là en fait les 6 prochains mois vont être vraiment décisifs. Ok. À cause de la levée de fonds? Ouais. Ok. Parce qu'on veut faire un ICO. Et on veut voir parce que vraiment pour développer le projet comme j'ai vraiment pour suivre ma vision, on a besoin de beaucoup de fonds. Et on a besoin de toute façon des tokens pour pouvoir interagir avec les smart contracts. Donc on veut faire un ICO
Et là, ça va dépendre. Si on arrive à faire le ICO, je vais devoir m'installer à Hong Kong. Parce qu'en fait, la plupart de mes clients sont basés à Hong Kong. Ouais. Les bureaux d'achat sont à Hong Kong. Donc voilà. Mais toujours pas très loin, hein, toujours en Asie. Et puis je pense aussi pour les enfants, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, 4 ans et 1 an et demi. D'accord. Et là, je pense que niveau, parce que ma femme n'est pas chinoise, donc on est vraiment dans un pays, bon, d'accord, on connaît la culture et tout ça, mais on n'a pas quand même nos racines ici, quoi. Mais je trouve que c'est quand même intéressant et important pour les enfants d'avoir quand même, de vivre un petit peu en France, de vivre un petit peu peut-être au Brésil, parce que ma femme est brésilienne. Et puis voilà, donc je suis en train de se poser des questions, vraiment surtout par rapport aux enfants. D'accord. Pas vraiment le business, c'est vraiment par rapport aux enfants. Après, c'est génial, ma fille de 4 ans, elle parle déjà le mandarin couramment mieux que moi, le portugais, le français et l'anglais. Ouais. Ça, c'est bien. Mais je me dis quand même, est-ce qu'elle n'a pas besoin de se retrouver l'environnement, le style de vie, la culture. Je pense que c'est à un moment donné, ouais, on va d'ici 3-4 ans, je pense qu'on va faire peut-être un comeback en France. Alors commencer par Hong Kong. Déjà Hong Kong, c'est déjà un peu plus international. Ouais. Il y a beaucoup plus de Français, et puis il y a Shanghai aussi, mais moi j'aime pas trop Shanghai. et donc voilà. Okay. Donc on verra. Mais je pense que je garderai toujours. Ouais. Et la question que j'aime bien pour finir généralement, c'est est-ce que, spécialement où tu rentres dans quelque chose qui est très avancé avec une notion de blockchain et des applications que tu as pu lancer, tes parents, ta famille, tes amis qui sont restés en Europe, ils comprennent ce que tu fais, ils ont compris que tu te sois acharné sur la Chine et que ces 3-4 premières années où tu as peut-être un peu galéré, ils se sont dit mais rentre à la maison, on va faire autre chose. Ouais. Bah oui, surtout ma petite maman. Elle voulait pas du tout que je parte, même de Nantes. Elle est un peu déçue pendant quelques années. Surtout que avec un diplôme d'ingénieur, on peut avoir un bon salaire, un bon travail, tout ça. Et là, quand je vois mes collègues, parce que je suis toujours en contact, qui sont, ça fait quand même 15 ans qu'ils travaillent. Ouais. Bon, il y en a quelques-uns qui ont des postes de directeur, etc. Mais ça quand même. C'est quand même la routine, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même aventure que toi tu as pu vivre ces 10 dernières années, j'imagine. Et après, mes parents, au bout de 3-4 ans, quand j'avais financièrement, j'étais très à l'aise, ils étaient très contents. Oui. Parce qu'on se retrouve une fois par an sur une île quelque part dans le monde, et voilà, ils voient que je m'amuse et que j'aime beaucoup. Ils étaient rassurés. Et puis Hangzhou est devenu vraiment chez nous, quoi. Ouais. Quand on revient à Hangzhou, on repart chez nous. Ah, mais t'es clairement l'homme de Hangzhou. Enfin, quand on voit ici, on te voit souvent à Shanghai, hein. C'est vraiment à côté, mais en voiture, tu mets combien de temps pour venir de Hangzhou à Shanghai, là? 2 heures, 2 heures et demie. Ah, quand même. Ok. Ouais, s'il n'y a pas trop de circulation. Ouais, non, mais s'il n'y a pas un typhon comme aujourd'hui, ouais, où on en est. Donc oui, mais c'est vrai que tu viens régulièrement et c'est vrai que ça reste tu restes un peu l'homme de Hangzhou. Là, vous êtes 2-3 au niveau de la communauté étrangère maintenant à avoir vraiment, fait votre place là-bas. Tu vois la communauté changer là-bas. Tu vois plus d'étrangers venir s'installer. Ouais, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent à Hangzhou. Après, ce qui est différent par rapport à Shanghai, c'est que les différentes communautés se mélangent très facilement. Comme on n'est pas beaucoup d'étrangers, par exemple, on a fait des événements, on a fait un événement French Tech Shanghai, à Hangzhou, et on a eu quelques Français, mais on a eu des gens de partout, quoi. C'est ça qui était intéressant, parce que comme on n'est pas beaucoup, on se mélange beaucoup plus facilement. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce qui doit être aussi plus vrai, c'est qu'il y a un meilleur mélange aussi entre les étrangers et les Chinois, peut-être. Ce qui est plus difficile aussi à Shanghai, justement. Oui, dans l'événement French Tech qu'on a fait, il y a eu quand même la moitié des participants étaient des Chinois. D'accord. C'était intéressant, ça. Ah, ça m'étonne pas trop. Parce qu'ils aiment bien aussi, parce qu'on a sur Hangzhou, il y a beaucoup de conférences chinoises, pure tech chinoise, mais il n'y a pas vraiment de conf tech un peu internationale et étrangère, quoi. Et donc pour les Chinois aussi, c'est intéressant. Il faut savoir que on voit la Chine, on voit l'innovation et tout ça, mais finalement, quand on va un petit peu dans le tech, ils ont besoin des étrangers.
Et là, on voit, par exemple, dans le district où on est à Hangzhou, dans le high-tech zone, le gouvernement, depuis l'année dernière, a un plan pour attirer les entrepreneurs étrangers. Ils viennent de nous donner à YouSourcing 200 000 yuan en subvention. Ah ouais. C'est énorme. On est la première entreprise étrangère à avoir des subventions. Ils appellent ça Overseas Talent, en fait. Et moi, personnellement, j'ai eu aussi des subventions en tant que Overseas Talent. Okay. Et ils veulent attirer les entrepreneurs étrangers dans le domaine de high-tech. Et c'est pour de l'investissement, c'est pour créer des emplois? Non, c'est surtout pour amener le savoir-faire. D'accord. Parce qu'ils ont vu, on a vu le développement de la tech en Chine avec tout ce qui est Alibaba et tout ça, mais finalement ils sont qu'en Chine. Et le marché il devient saturé. Et en tech, ils sont pas beaucoup plus avancés. En application, ils sont avancés, mais en vraiment innovation tech, ils sont pas vraiment, ils sont en retard. Pas encore là. Mais les applications, c'est sûr. Les applications, de toute façon, à un moment donné, si on bloque toutes les applications étrangères et qu'on a un marché de 1,4 milliard et que il n'y a pas trop les réglementations ne sont pas très claires, les gens ils se lancent. Et derrière, il y a de l'investissement, et donc c'est sûr que il y a des gens qui réussissent. Mais le gouvernement, je pense qu'ils sont très intelligents. Ils ont compris que ils ont besoin du savoir-faire étranger. Et là, c'est vraiment des entrepreneurs. C'est plus les grosses usines, les grosses boîtes qui viennent s'installer. Là, ils veulent attirer des petites entreprises. Comme toi, il y a 10 ans, quoi. Voilà. Ouais, okay, c'est bon. Voilà. Et sur la partie tech. D'accord. Pour finir, t'as un tout petit projet on the side, tu travailles aussi sur un livre, c'est ça. Quand est-ce qu'on va pouvoir le lire? Quel type de livre c'est? Alors c'est une BD. Ouais. C'est une BD. Bon, j'avais l'idée parce que quand j'étais chercheur, j'avais fait beaucoup de travaux de recherche sur les entrepreneurs étrangers, etc. Et je voulais écrire un livre pour mes 10 ans en Chine. Et moi personnellement, je suis pas trop livre moi-même. Je suis plutôt BD et puis plutôt livre business. Okay. Et donc je voulais faire une BD. Et je sais pas dessiner, il fallait que je trouve un dessinateur. Et par hasard, j'ai trouvé un dessinateur belge d'origine chinoise à Hangzhou. Voilà, le hasard. On a fait un dossier. On est passé sur BFM Business pour le projet. Okay. Et avec Mathieu Jolivet, et une semaine après on avait 5 maisons d'édition qui voulaient signer avec nous. On a signé avec Delcourt. Okay. Donc le projet est fini, on est en train de finaliser en fait les dessins. C'est 180, on est rendu à 180 pages de dessins quand même. D'accord. Bon, c'est un peu tout ce que j'ai raconté là. C'est ton histoire. Quoi. Voilà, mais là il faut le mettre en image parce qu'il y a vraiment des situations en Chine où il faut faire un dessin. Il faut faire un dessin pour l'expliquer, quoi. Et donc voilà, donc là normalement on finalise la BD d'ici le mois de décembre. On vise le festival d'Angoulême en début 2019 pour vraiment le lancement de la BD. Bon, super. On a hâte de voir ça. Tu reviendras sûrement en reparler d'ici quelques mois. Alors du coup, merci beaucoup Milan d'avoir partagé ton parcours qui était assez intéressant et justement pour une fois on n'a pas un Shanghaïen, donc ça fait plaisir. Merci. Je pense que toi aussi d'être le premier gars de Hangzhou à passer. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations pour tout ça et puis on partagera donc ton contact, les différents liens aussi par rapport au travail que tu as, donc YouSourcing et aussi ta société de conseil, de manière à pouvoir aussi guider des gens qui pourraient être intéressés pour en savoir plus. Et puis on se reparle dans quelques mois alors. Merci beaucoup Greg. Voilà, comme je vous le disais, c'est le dernier interview avant le break de l'été. Moi, je suis content d'avoir fait cette première saison, on va dire, avec 30 premiers entretiens qui ont été assez passionnants, assez fascinants. Merci à tous ceux qui l'ont écouté jusqu'à présent. On revient d'ici quelques semaines avec une nouvelle série d'entretiens, des nouveaux axes, peut-être certaines personnes qu'on va refaire venir cette fois-ci pour faire un suivi. On travaille sur plein de nouvelles idées et nouveaux concepts. N'hésitez pas à me proposer des choses que vous aimeriez voir arriver sur Backstage. N'hésitez pas non plus à suivre sur Instagram NextStepFR, qui est un peu le backstage de Backstage. Profitez de ces quelques semaines et je vous retrouve à la rentrée. À bientôt.